Le temps du sport sur la de votre chaîne de proximité, c'est bien l'heure. Sur la chaîne de proximité, la télévision deuxième, vous êtes toujours les bienvenus. Nous sommes lundi 20 juin 2022. Ce soir, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur le football avec différentes compétitions ou bien évidemment les préparatifs qui sont en cours pour d'autres compétitions, d'autres rencontres à venir. On va parler encore ce soir du crash de Lungui, une semaine pratiquement après, on va dire, la commémoration de cet événement douloureux pour les éperviers. Une cérémonie ou un rituel vient d'avoir lieu. Comment analyser, comprendre ce rituel-là, nous en parlons. Et bien évidemment, on reviendra sur la performance des éperviers, les préparatifs pour les rencontres à venir, puisque bien et bien le sélectionneur Paulo Duarte a eu à rencontrer donc le COMEX pour donner quelques explications sur les deux rencontres passées. Qu'a-t-il lieu de faire pour les autres matchs à venir? On en parlera dans cette émission. On parlera également de U17 qui ont plié bagage très tôt au Ghana dans ce tournoi UFOA B de la catégorie. On parlera des locaux aussi qui se préparent pour leur compétition. On va chuter avec le championnat national de football de la première division, de la deuxième division, les playoffs qui ont continué, ont eu lieu ce week-end avec donc on va dire Tambo qui reprend le fauteuil de leader à 2 jours de la fin de ces playoffs. On essaiera de voir déjà les forces et les faiblesses de ces clubs qui disputent les playoffs de la deuxième division. Dans ce studio pour démarrer, le roi Pelé qui est déjà en place. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger et bonsoir au personnel de la deuxième télévision et bonsoir au public sportif de Lomé et tous ceux qui nous suivent, nous leur disons bonsoir. D'accord, nous attendons dans ce studio Jaguar Koulibaly qui va nous rejoindre incessamment donc pour débattre de tous ces sujets que nous avons évoqués, mais nous allons avec vous d'abord le roi Pelé avant d'aborder ou avant d'entamer les sujets sur notre conducteur. On parlait de cet événement-là la semaine passée. Il s'agit d'un tournoi de football qui a lieu à Sokodé, qui va réunir les quartiers et les cantons. Et ce soir, il est évident qu'on fasse le bilan, on fasse le rapport. Oui, merci beaucoup Roger. Avant de faire le bilan, permettez-moi de dire un bonsoir et à M. Samarou Awali, ex-président de Koroki Metete de Tchamba. Mon président, bonsoir. Je sais qu'il nous suit depuis Tchamba. Et c'est un fidèle des fidèles pour cette émission. Et comme vous venez de le dire, nous avons commencé ce tournoi depuis le vendredi 17. Et l'apothéose, c'était cet après-midi. Il fallait être sur le grand stade municipal de Sokodé. Et pour vraiment être surpris. Et surpris dans la mesure où vraiment on dirait que c'était les matchs de ces matchs dans les années 90-80, puisque le terrain a fait son plein. Ce n'est pas seulement pour la finale le terrain a fait le plein, mais c'est depuis le début de ce tournoi. Et vraiment l'objectif est largement atteint. Notre objectif que nous visons vraiment, l'objectif est atteint. Et pourquoi je le dis? Et parce que primo, nous avons vu qu'il y a eu le fair play. Et les équipes, sincèrement, on ne dirait pas que c'est un tournoi à 4. Que le jeu était tellement relevé. Depuis les demi-finales, en passant par la grande finale, il y a eu de beaux spectacles. De part et d'autre, nous trouvons des joueurs de première, deuxième division, de troisième division également. Et la fête était tellement belle. Si nous commençons par la première demi-finale, et vous savez qui a marqué, c'est un joueur d'Asco qui a fait la différence, Ouro Bodi Harris. L'arbitre s'apprêtait pour siffler la fin du match, car il a planté un but dans les poteaux du coma. Vous voyez, et tout ceci à la fin, les deux équipes se sont embrassées. C'est ce que nous voulons. Le lendemain aussi, pareil. Koulundé menait 1-0 et Didaoué a dit non. Didaoué a égalisé. Au tir au but, Didaoué a éliminé Koulundé. Tout ceci aussi dans la fête. Aujourd'hui, c'est vraiment l'apothéose. Et ceux qui ont suivi le match vont vous le dire, vont vous confirmer. C'était vraiment devant une foule immense. Vraiment une grande foule. Et aussi en présence des autorités de la place.
Et il y avait aussi les chefs traditionnels, les chefs cantons. Chacun voulait que la coupe revienne à sa zone. Voilà, à sa zone. Et Dame Chance a choisi le camp de Pangalam. Et la finale, ils ont fait 0-0. Bodi Arissou d'un côté et de l'autre Bandit Traoré du sport. Et il y a eu vraiment un match dans le match. Et maintenant, au fini, c'est au tir au but. Et là-bas aussi, vraiment, on dirait que la coupe là, elle a choisi le camp de Pangalam depuis les demi-finales. Parce qu'aujourd'hui, dans les 5 tirs, les premiers 5 tirs, Pangalam a raté 2. Pangalam a déjà fait 3 tirs. C'est un but démarqué. Au même moment, Didaouré a fait 3 tirs, 3 buts. Vous voyez, les 2 derniers tirs de Didaouré, il suffit qu'un seul joueur marque. Didaouré a coupé. Les 2 derniers ont raté. Les 2 derniers de Pangalam ont marqué. Et maintenant, dans la série, deuxième série, Pangalam a eu le trophée. Jusqu'au 8e tir, je pense. Pangalam a eu le trophée. Tout ceci devant une foule vraiment en liesse, en joie. Et à la fin, il y a eu des prix. Et vraiment, et le frère prix a régné. Que c'est à la finale aujourd'hui qu'on a eu un carton rouge. Le carton rouge aussi était mérité. Sinon, depuis là, c'était les cartons jaunes. Des avertissements verbaux. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a eu un carton rouge. Mais dommage. Cela n'empêche, la fête a été belle. Oui. D'accord. Alors, c'était ce que nous souhaitions ici dans ce studio, que la fête soit belle et que tout se déroule dans de bonnes conditions. Le plus important, c'est de donner la matière à ces jeunes-là qui sont restés, on va dire, peut-être dans le tiroir depuis que le coronavirus est arrivé. Les activités, les compétitions sont arrêtées et aujourd'hui, on peut quand même pousser un ouf de soulagement. Les choses reprennent peu à peu et nous espérons que véritablement ça va continuer comme cela pour le bonheur de cette jeunesse. En tout cas, c'était une vitrine pour ces jeunes de Sokodé de faire valoir leur talent et nous espérons que ces compétitions-là vont se multiplier. Il n'y a jamais un sans deux. Oui, comme je l'ai dit la fois passée, il n'y a jamais un sans deux et notre souhait c'est de pérenniser cette compétition à chaque année et nous allons rééditer ça pour que les équipes en place et de la place puissent faire les détections pour renforcer leur club. Et j'ai renchéri en disant qu'aujourd'hui la grande finale, même c'est depuis les demi-finales, a été suivie par les anciens, peut-être aussi devant les anciens joueurs de ce match. Notamment aussi il y avait Afouati, l'ex-international qui était revenu de la Belgique. Il a suivi les demi-finales. Il a été épaté. Il a dit non, il faut que lui suive les finales avant de partir. Il a suivi la finale aujourd'hui. Il a été débordé de joie. Je félicite le public sportif de Sokodé. Qui a fait le déplacement. Qui a fait le déplacement tout au long de ce tournoi. Et surtout la poteuse. La fin a été belle. Et bravo à ce public. Que le fair play continue. D'accord. Alors, voilà, Jaguar qui nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir à mon grand frère Marc-Pelé, que je retrouve après Je me rappelle bien. Avant Covid, au niveau de Télésport. Ah bon? Ah d'accord. Ça fait vraiment plaisir de le retrouver en santé. C'est une personne vraiment ressource. Et nous prions. On soit toujours ensemble. Merci. Je profite aussi pour dire bonjour aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent parce qu'ils sont 20h30. Voilà. Merci donc de nous faire, de nous honorer de votre présence encore ce soir. Alors nous allons aborder le premier sujet que nous avions prévu dans notre émission de ce jour. Nous parlons de l'hommage traditionnel rendu aux victimes du crash de Mungui. C'était il y a, on va dire, 15 ans que cet événement douloureux est arrivé. Alors, 3 juin, on a commémoré cet événement-là, mais disons que hier, il y a encore une cérémonie rituelle qui a eu lieu au stade de Kégué en hommage aux éperviers, mais à côté, c'était pour apaiser l'âme des illustres disparus. Vous savez, nous sommes en Afrique et
lorsque ce genre de drame survient, il y a toujours des rituels qu'on fait. Même si aujourd'hui nous savons qu'il y a d'autres confessions religieuses qui viennent d'ailleurs, qui sont là. Après tout, ou bien avant tout, nous sommes africains. Et il fallait à un moment donné de la vie de ce football-là aller à l'essentiel. Je crois que l'actuel ministre des Sports a compris et a pris les taureaux par les cornes en collaboration avec le président de la fédération de football et aussi avec tous les acteurs de ce ballon, de ce sport-là qui étaient aux côtés du ministre pour d'abord implorer les membres de nos ancêtres de veiller sur ce football et demander la clémence de Dieu et pour recevoir l'âme de ces disparus. Pourquoi attendre 15 ans avant de le faire? Moi je crois que c'est la question qu'il faut se poser. Mais seuls les décideurs, ceux qui sont là aujourd'hui, qui gèrent ce football-là, peuvent nous répondre à cette question. Mais en tant qu'observateur avisé de ce sport, je me dis mieux vaut tard que jamais. Ça s'est passé et notre prière c'est que Dieu nous entende et que enfin l'âme de ces disparus la repose en paix. Et si réellement toutes ces personnes-là qui ont laissé leur vie, je les appelle des guerriers. Vous savez, quand vous représentez le drapeau togolais et que vous tombez, c'est que vous êtes des guerriers. Vous êtes des guerriers. Il ne suffit pas d'être forcément militaire ou corps habillé, de tomber au fond, mais je crois que c'est le Togo que ceux-là sont partis défendre. Je crois que le rituel en vaut la peine et que enfin prions que le Togo puisse renouer avec la victoire. Et j'ose croire que ce n'est pas forcément bien simplement ceux de Lungui, ceux qui sont tombés à Lungui, mais aussi nous devons aussi avoir une pensée pieuse pour ceux qui sont aussi tombés à Kabila. Et aussi dans le championnat, il y avait eu quand même aussi des drames dans le championnat togolais. Il y a eu aussi des personnalités de ce sport-là, de ces disciplines sportives-là, qui sont parties. Je crois que toutes ces personnes-là doivent intercéder pour nous auprès de notre Dieu pour que, en fait, nous puissions dire que la joie revienne dans nos stades. Alors, le rappelez, vous êtes aussi un croyant, vous croyez en une divinité. Alors, 15 ans après une cérémonie, selon que les termes sont employés, ramener les âmes de ces illustres disparus ou de ces personnes qui sont tombées. Alors, depuis 15 ans, leurs âmes sont restées en Sierra Leone. J'allais être de ce voyage-là, moi, que à l'époque mon frère, monsieur Afo, le connaissait, non? Afo Cobré, voilà, dans la fédération. C'était même pour la fête des Lungui, c'était lui le chef des délégations. Donc, Dieu avait dit non, le roi est encore, il doit encore régner. Il doit encore vivre. Et moi, je dit non. Et que M. Tata Blessy avait offert un vol et on avait donné un nombre à chaque membre de la fédération s'il pouvait me faire m'appeler d'amener mon passeport. J'ai dit non, le dimanche là, moi je dois célébrer le mariage de ma fille Farida. Vraiment. Donc, il a dit, ah bon, donc, prends le passeport de ma femme m'amener. La femme, elle est allée. Père à son âme. C'est difficile. À chaque 3 juin, moi, je me rappelle toujours
arrêté l'événement là. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, quand vous venez de me poser la question, en Afrique, vous-même, vous le savez, on dit les morts ne sont jamais morts. Non. Donc, ce que la ministre ou bien le ministre vient de faire, moi, je ne peux que l'applaudir. Il y a des ministres avant elle, comme l'a dit Jaguar. Mais qui l'a fait. Mais si celle-ci s'est rappelée que si nous pouvons faire ça et trouver une issue à notre football, moi je ne peux que l'applaudir. Et ce qu'elle a fait hier, c'était hier non, au stade de Kéké, vraiment. Vous savez, les morts là, les zéros là, on les avait déjà enterrés. Je me rappelle bien, j'étais présent. Il y a eu même une cérémonie à Lungui, là-bas. Voilà, là-bas. Et l'autre, quand elle a pris le ministère, elle a envoyé les gens. En Sierra Leone, il y a des cérémonies là-bas avant qu'hier, on y fasse le reste à Kéké. Donc, c'est une manière, comme l'a dit Jaguar, c'est une manière d'honorer nos héros. Moi, je les appelle les héros. Quelqu'un qui allait défendre la nation togolaise et qui, au finish, finit par tomber. On ne peut que vraiment souhaiter, disons, qu'il se repose en paix. Maintenant, et ce n'est pas Lungui seul. Il y a eu Cabinda. Alors justement, comme Jaguar le disait, est-ce que à la date de Kabinda, on va encore envoyer les gens à Kabinda pour ramener les rames? Non, quand vous voyez la manière dont le ministre, Madame Lydie Bessi Kama, a procédé, vous voyez que moi, selon mon analyse, elle a englobé tout ça. Pourquoi je le dis? Parce qu'actuellement, le football togolais est en train de traverser des moments difficiles. Après l'élimination des juniors au Niger, au Ghana, les cadets viennent de tomber. Les éperviers, on ne sait même pas si nous allons nous qualifier ou pas. Il faut voir la préparation des dames. Il faut rappeler en même temps que les U20 même sont allés, sont revenus. Voilà. Donc, elle s'est dit que, si nous faisons ça, est-ce qu'on ne peut pas, à travers ça, trouver une remède à notre football? Donc, elle a essayé d'englober tout ça là, et Lungui, et Cabinda, et les autres drames d'Egléi. Lorsque il doit filer au match. Donc, il y a nos dirigeants sportifs qui ne sont plus parmi nous. Donc, tout ça là, elle a essayé de mettre ça ensemble pour qu'on puisse prier sur ces âmes là. Et une fois que ces âmes se sentent en paix, ils se reposent en paix, sûrement qu'il y aura des retours. En Afrique, tout est, c'est-à-dire rien n'est gratuit. En Afrique, les morts là, surtout que la manière dont ils sont partis, si nous, en retour, nous sommes reconnaissants envers eux, je pense que ce qu'elle a fait, ce n'est peut-être pas mal. Et ça ne peut être que bénéfique pour notre football. En tout cas, si les morts ne sont pas morts, que ces personnalités, ces illustres disparus intercèdent en faveur du Togo pour que la joie revienne. Comme vous l'avez dit, le Togo en a besoin puisque actuellement rien ne semble aller dans le nid des éperviers. Et lorsqu'on parle des éperviers, il n'y a pas que les seniors, il y a les cadets, il y a les fanions, il y a les locaux qui se préparent actuellement. On va essayer de ramasser tout ceci et voir concrètement quel sera le pied d'appui pour décoller véritablement. Mais non, le pied d'appui, je pense que c'est ce que je retire de votre question. Mais permettez-moi de répondre à votre question par rapport à ce que le roi qui a parlé du côté organisationnel de nos compétitions, la façon dont nous préparons nos compétitions. Je crois que le côté spirituel est en train d'être fait et on rend grâce à Dieu. Vous savez, le football aujourd'hui est devenu science et que ce n'est pas forcément le spirituel comme nous l'avons connu dans les années 90. Aujourd'hui, le roi Pelé est là, c'est un coach. Il te dira, si je mets ce système de jeu en place, si je mets mes joueurs dans ces conditions, si à chaque
chaque jour, mes enfants ou bien mes poulets se lèvent à 4 h du matin. Ils s'entraînent, ils reviennent se reposer. À l'après-midi, ils reprennent les séances d'entraînement. Si je le fais pendant 2-3 semaines, je peux, lorsque je vais m'engager pour cette compétition, au moins je peux atteindre le calendrier. Maintenant, vous avez parlé du tournoi UFOA de moins de 20 ans, de moins de 17 ans, du côté de Niamey, où nous sommes rentrés à la maison Brodou. Ne serait-ce que il y a de cela 2 jours, que les cadets ont été lamentablement humiliés à Accra, au Ghana. Moi, je vais recentrer tout ça là par le manque d'organisation. Je me dis, tout à l'heure en venant, je faisais une réflexion. J'ai vu un peu le parcours du colonel Akpovi lorsqu'il est venu à la tête de cette fédération. C'est un monsieur qui a quand même une vision. Et il sait, pour la visibilité du football togolais, il faut engager les sélections. Les catégories, il faut les engager. Maintenant, le colonel seul, ça dit les réflexions du colonel seul ne peuvent pas le faire. Maintenant, ceux qui sont autour du colonel, les conseillers et puis les autres membres et les autres démembrements de cette fédération, le ministère des Sports, qui aujourd'hui est le patron de tous les sports du Togo, quelle est notre vision? Est-ce qu'il faut participer pour participer, puisque tout ce que nous sommes en train de faire depuis l'arrivée de Nouvelle-Élan, puisque eux ils ont eu la chance quand même d'avoir les moyens pour engager les sélections. Mais les fédérations passées n'avaient pas cette chance-là. Maintenant, vous avez les moyens de vous engager. Mais ce n'est plus au gouvernement, bien au président Fagna Sibé, de venir vous dire qu'avant d'aller à une compétition, il faut bien vous organiser. Il vous donne les moyens, vous devez le faire. Vous êtes censé connaître tout ça. Mais aujourd'hui, lui aussi doit demander le rapport, le résultat. Il doit demander le rapport. Et c'est après 4 ans. C'est après 4 ans. Vous comprenez? Maintenant, quand vous prenez le Niger, aujourd'hui, le football nigérien a tellement progressé que des fois quand je suis, quand je vois les matchs du Niger, bien voilà le championnat du Niger, je me dis mais le Niger, il y a de cela 10 ans, on ne peut même pas comparer le Niger et le Togo. C'est parce qu'à un moment donné, c'est ton grand frère qui est là-bas, lui aussi il est Pelé, ou bien le président de la... Voilà. Il a compris, Major Pelé a compris que il faut partir de la base. Et à un moment donné, quand vous voyez la sélection du Niger, il n'y avait pas d'espace. C'est que tous ceux qui jouaient en sélection étaient dans le championnat. Et ils sont passés de U17 à U20, U23 et la sélection. C'est-à-dire que le football des jeunes est aujourd'hui incontournable. On veut ou pas, si on veut vraiment. On peut beaucoup crier qu'on veut aller à un football, on veut professionnaliser le football, on veut faire ci. Vous pouvez professionnaliser, c'est comme si vous voulez construire, comment vous dites, voilà, vous voulez construire une maison et vous commencez par le toit. C'est la fondation. La fondation aujourd'hui, c'est ça, c'est le football des jeunes. Et enfin, il faut repenser les centres que nous avons, les académies, tout ce que vous voyez, nous devons les repenser. Parce que quand moi je vois un peu les équipes là, les catégories qui sont allées, quand vous voyez la détection, c'est parce qu'on dit que les corps ou bien les académies n'ont qu'à envoyer les enfants. Et à moins d'une heure, on te dit de tapoter dans le ballon, de shooter, de faire ci, et puis on dit que le petit là il est là. Mais si c'est qu'on allait à un championnat des jeunes sur toute l'étendue du territoire, aujourd'hui nous avons les ligues. Les ligues régionales sont là pourquoi?
donnons les moyens d'organiser ces championnats des jeunes-là. En tout cas, celui qui donne les moyens, il doit demander les comptes rendus. Il a parlé du président. Il faut attendre 4 ans avant de demander les comptes pour savoir si tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait avant de... Vous voyez, Yaguara, il a dit l'essentiel. Il a dit l'essentiel. Sur quel pied maintenant, quel pied d'appui il a dit, sur 2 points, moi je vois, sur l'organisation. Après ça, le travail. D'accord. Je ne te coupe pas, on va marquer la pause, on va aller du côté de la régie, prendre cette réflexion aussi d'un doyen de la matière, d'un expert, on va dire pratiquement, puisque Kojo Vimaouena n'est plus un inconnu du landerneau footballistique togolais. Et il a pondu sa réflexion par rapport à la situation du football au Togo. On va suivre sa réflexion sur la voie de K.O. et Louche, et derrière on reviendra pour la suite de cette émission. Chers collègues entraîneurs, je voudrais saluer l'attachement que tous nous montrons ici à notre équipe nationale. Cela est important et nous devons continuer tous dans ce sens pour aider à sortir définitivement notre sport favori des problèmes qui assaillent notre football, ensemble en appui à la FTF, au ministère et au gouvernement, à toutes les structures impliquées dans son développement. Au niveau de comment penser notre football sur le volet du coach de l'équipe Fagnon par exemple, le passage de l'avant-dernier entraîneur est révélateur de beaucoup d'autres mots sous-jacents. Celui qui est là à présent, qui a nourri plein d'espoir, est en train également de perdre la confiance de la population du monde du football. Une chose est sûre, les entraîneurs expatriés sont des gouffres financiers pour notre pays ou pour nos pays africains, alors que dans le même temps, la priorité à mon point de vue est le développement du football à la base. Un entraîneur, fût-il très connu, qui vient aujourd'hui pour une élite qui n'est pas encore en place, est-il l'idéal? Il est très clair pour moi qui suis à la base éducateur de sport, joueur capitaine, donc associé très tôt à ce qui est une organisation axée vers un résultat positif, ensuite arbitre et entraîneur. Je crois comme beaucoup d'acteurs d'entre nous ici que pour que notre football relève la tête, il faut tout réorganiser, changer de méthode et revenir aux fondamentaux conformes à notre contexte. Il nous faut faire une projection autant sur les infrastructures à multiplier et à améliorer, les structures des clubs et des équipes nationales, que sur les ressources humaines. Je ne suis pas contre les entraîneurs expatriés, au contraire, j'en ai pratiqué beaucoup et d'excellents. Ceux qui viennent sont définitivement bons, sauf que nous avons notre contexte qui n'est pas facile et il faut l'assainir d'abord, sinon la mayonnaise ne prendra sûrement pas. Tous les ingrédients sont-ils de bonne qualité? La cuisine où doit se faire la mayonnaise est-elle propre? Par exemple, ma vision est pour un championnat D1 à 12, D2 à 16, D3 à 20. Et chaque club doit avoir, en dehors de l'équipe A, les U20, les U17 et une équipe féminine. La redynamisation du sport de masse en général, football de masse en particulier, est fondamentale, à savoir sport-football scolaire, sport-football de quartier, sport-football corporatif. Les centres de foot sont à repenser avec des normes précises. Il y en a actuellement de bons qui doivent être pris comme repères pour recadrer les centaines d'autres qui, si on y prend garde, vont tuer les jeunes. Nos équipes nationales devront être des exemples de talent, d'éthique et d'engagement patriotique. Joueurs très talentueux, honnêtes et civiques, prêts à défendre les couleurs du pays, et en retour, ces exemples citoyens doivent être respectés et valorisés. Nous avons toujours eu de très bons joueurs au pays qui peuvent, s'ils sont dans de bons environnements, apporter énormément à notre football. À notre dernière participation en Coupe de l'UEMOA, les spécialistes du monde du football qui en avaient été témoins étaient admiratifs de nos joueurs. Combien sont aujourd'hui en équipe Fagnon, joueurs comme staff? Faire venir des joueurs pros est une très belle initiative, étant dans de meilleurs environnements et conditions d'entraînement, de nutrition et de soins. Ce qu'il faut garantir tant soit peu ici. En plus, au pays, nos joueurs n'ont plus assez de compétition dans les jambes, alors que nous savons tous que le physique soutient le mental et la technique, et que c'est la compétition qui révèle véritablement le bon joueur éventuel observé à l'entraînement. Nos pros actuels ont-ils eu tous de la compétition dans les jambes et sont-ils tous à un bon niveau chez eux pour pouvoir apporter ce plus recherché? C'est une question que je me pose, ne pouvant condamner des gens aussi avertis que ceux qui composent le staff sans comprendre leur motivation réelle. Notre équipe nationale a besoin de plus de travail à mon sens.
Elle doit être un projet plus recadré, une vision partagée. Une équipe des meilleurs joueurs togolais dans le monde est capable de travailler en équipe. Une équipe composée de locaux et de professionnels expatriés. Ne pouvant regrouper toutes les deux composantes en même temps, les locaux doivent pouvoir être regroupés pour travailler au moins 3 jours par semaine, les lundis, mardis et mercredis, avant de regagner leur club pour jouer leur compétition nationale en cours les jeudis, vendredis et le week-end. C'est ce qui avait fait la force de toutes les équipes nationales africaines. Une base au pays, les pros devant venir en renfort en cours des regroupements officiels. La cohésion est ainsi créée et s'installe dans la partie de l'équipe restée au pays et les pros, avec leur haut niveau physique et technico-tactique, intègrent et s'adaptent facilement. Et les postes étant ainsi doublés, voire triplés, l'effort d'être le meilleur est garanti. Tout cela sous la supervision de l'entraîneur de l'équipe Fagnon. Expatrié ou non, mais basé au pays. Il y a du travail sur place. Le directeur sportif, manager des... Voilà, donc nous disons merci à la technique pour cet élément. C'est une réflexion, une pensée de Mawena Kodjovi. C'est un entraîneur, c'est un ancien footballeur, c'est un capitaine. En tout cas, il connaît le domaine. Certainement qu'on pourra revenir sur cet élément-là lundi prochain. Le temps qui nous est imparti est arrivé à la fin, chers invités. Merci d'être passés sur ce plateau. On allait parler également des éperviers locaux qui sont en regroupement depuis ce lundi, mais c'est jusqu'au 30. Donc nous avons le 27 lundi prochain pour détailler complètement donc sur cette sélection-là ou cette catégorie-là. Et puis la deuxième division qui a disputé la journée 8, on reviendra forcément donc après la journée 9 des play-offs de la catégorie. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui a accompagné dans la réalisation et la diffusion. L'intégralité de cette émission sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. On sera là lundi prochain. Bonne suite de programme sur la télévision deuxième. À lundi prochain.